Madame le ministre, à Arlit, les terroristes ont frappé alors qu'il y avait l'armée du Niger qui était sur place, puis il y avait surtout un peloton, plusieurs dizaines d'hommes des forces spéciales. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est nulle part à l'abri? Oui, cela veut dire en effet que les terroristes peuvent frapper où ils l'entendent. On le voit bien, ils frappent sur le sol français, britannique, américain. Oui. Et forcément en Afrique où ils sont les plus nombreux. Oui, mais là, vous avez entendu Belmokhtar, ce qu'il veut, c'est frapper les Français en Afrique. Oui. Et le mouvement, le Moujao, c'est le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Le programme est dans le titre. Ils veulent étendre vraiment le djihad à toute l'Afrique francophone. Est-ce que ça veut dire que les Français qui vivent sur place doivent vivre sur le qui-vive, évacuer leurs familles, prendre des précautions? Écoutez, nous sommes très attentifs à l'évolution de la situation partout sur le sol africain aujourd'hui. Nous avons des dispositifs de sécurité que nous renforçons. Le ministre a annoncé avant-hier que nous allons dépenser près de 20 millions pour renforcer la sécurité des emprises françaises. Sécurité passive, c'est-à-dire les bâtiments. Mais nous avons aussi en place des dispositifs qui nous permettent d'alerter les Français par voie électronique sur leur téléphone portable, leur envoyer absolument. Malheureusement, on a pu le tester récemment en République centrafricaine, où les Français reçoivent par voie de SMS des consignes de sécurité. Le RCA, c'est une vieille histoire, il n'y a pas des terroristes. Il n'y a que quelques jours. C'est des putschs. Et puis certes, mais les Français étaient ciblés autant que les 24 heures avant l'attaque d'hier au Niger, il y a un groupe de 6 Libyens qui a été intercepté par une patrouille au Niger. Et visiblement, leur but, il semblait viser l'ambassade de France à Niamey. Vous pouvez confirmer ça ? Écoutez, je n'ai pas d'informations plus précises à vous donner que ce que vous venez de dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons très attention à tous les mouvements qui viennent de Libye en particulier. Je suis allée à Tripoli moi-même il y a quelques mois de cela. J'ai rencontré aussi le président Issoufou qui m'avait dit combien ils étaient inquiets de la situation libyenne avec des frontières très poreuses qui permettent malheureusement l'arrivée de djihadistes où qu'ils se trouvent dans le monde, avec un rassemblement possible et ensuite un redéploiement. Donc tout cela était déjà connu depuis bien longtemps. Tout ça pour vous, c'est la conséquence de la chute de Kadhafi ? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon. GDF a décidé de ne pas renvoyer la famille et Moulin Fournier au Cameroun alors qu'ils souhaitaient retourner là-bas et reprendre leur vie. Est-ce que l'entreprise a raison ? Écoutez, c'est à l'entreprise de décider de la façon dont elle déploie ses employés. Par précaution. Je n'ai pas d'avis à avoir. C'est vraiment à l'entreprise de décider là où les employés de cette entreprise sont déployés. Le conclave de l'opposition syrienne à Istanbul, 2 jours pleins de palabres et toujours pas de fumée blanche. Les divisions de l'opposition la paralysent, alors qu'il faut donner une réponse aux Américains et aux Russes qui attendent une délégation. Ils préparent une nouvelle conférence, vous le savez, à Genève, pour trouver une solution politique à la guerre en cours. Pour résumer, le chef des missionnaires du CNS a dégainé un plan de transition en 16 points qui prévoit que Bachar el-Assad transmette ses pouvoirs et qu'il s'en aille en exil avec 500 de ses proches. Mais d'autres dirigeants qui sont aiguillonnés par l'Arabie saoudite ne veulent pas en entendre parler. Ils veulent le départ de Bachar, un point c'est tout, en préalable à toute discussion et non pas en conclusion des palabres. En attendant, la guerre continue à feu doux au nord du Liban. La nuit dernière, comme toutes les nuits depuis dimanche, on a échangé des tirs d'artillerie entre quartiers sunnites et quartiers alaouites. Et la journée se déroule comme si c'était une sorte de cessez-le-feu précaire. Les décomptes ce matin évaluaient à 25 le nombre de morts. On multiplie en général par 4 pour avoir le nombre de blessés. À Tripoli, la vedette du jour, c'est quand même Omar Bakri Mohamed. Lui aussi est un revenant. Cet imam fanatique avait accédé à la notoriété après le 11 septembre en disant que les terroristes étaient magnifiques et que tous les musulmans devaient s'unir contre l'Occident. Les Anglais avaient fini par le virer. Il avait bien demandé à la Royal Navy de l'évacuer au cours de l'été de guerre entre Israël et le Hezbollah, mais on l'avait depuis oublié. Là, il célèbre donc le terroriste, le sacrifice du Moudjahid Michel. Il salue son courage. Il parle évidemment du terroriste qui a tué hier au couteau un jeune soldat à Londres. Et il ajoute qu'il a agi seul. Le Royaume-Uni, vous connaissez bien, hein, vous avez vécu longtemps à Dublin. Est-ce que le terrorisme peut forcer, à votre avis, les Britanniques à revenir un peu sur leur modèle communautaire ? Vous savez, c'est un sujet dont ils
ont eu malheureusement à traiter depuis bien longtemps avec le cas de l'Irlande et de l'Irak qui a aussi sévi sur le sol anglais. Donc on voit des Britanniques qui ont toujours été très attentifs et qui ont une expérience indéniable dans ce domaine. On va rester en Europe avec les émeutes dans la banlieue de Stockholm. Au 5e jour, les Suédois n'en peuvent plus de voir brûler des Volvo, mais aussi 3 écoles et un commissariat la nuit dernière. Et donc la police a fait venir des renforts. Magali Barthès. À chaque fois, c'est le même scénario. Les jeunes commencent par mettre le feu aux voitures avant d'attendre l'arrivée des pompiers et de la police pour les caillasser. Vitrines brisées, un commissariat attaqué hier, 3 écoles en flammes. Les violences s'étendent maintenant à une quinzaine de banlieues de Stockholm. Les policiers dépassés réclament des renforts immédiats. Il faut être beaucoup plus offensif. Il faut qu'on arrive à anticiper et à être sur place avant que les actes de vandalisme ne commencent. C'est ici à Ösby que tout a commencé, après la mort d'un retraité armé d'un couteau, abattu par des policiers. Depuis, la Suède abasourdie découvre la colère de ces jeunes issus de l'immigration, frappés par le chômage et l'échec scolaire. On n'a plus d'espoir. Les politiciens ignorent les banlieues et vous, les médias, vous ne vous intéressez à nous que s'il y a des violences. Le débat en tout cas est lancé sur l'intégration des immigrés, plus de 15% de la population. Pour l'extrême droite, la Suède n'a plus les moyens d'être une terre d'accueil généreuse. Le Premier ministre, lui, continue d'y croire. Bien sûr qu'il y a des tensions dans un pays qui accueille des gens de cultures différentes, mais ça contribue à une société tellement plus excitante, une meilleure société que les autres. D'après l'OCDE, la Suède est le pays développé où les inégalités entre riches et pauvres se sont le plus creusées depuis 25 ans. On en vient aux législatives partielles qui doivent désigner dimanche 2 députés représentant les Français de l'étranger, ceux qui vivent aux États-Unis et au Canada d'une part, et puis ceux qui vivent et qui résident en Israël et dans les pays d'Europe du Sud. 2 sièges disputés, 2 élections qui avaient été annulées pour irrégularité de campagne et dont d'ailleurs les vainqueurs de socialistes ne peuvent pas se représenter. Le scrutin est assez ouvert, non seulement parce qu'au plan national, le PS reflue partout, mais surtout parce qu'il est impossible de prédire ce qui peut se passer dans une élection qui mobilise si peu de monde. Benoît Cristal. Je m'appelle Frédéric Lefebvre. Je m'appelle Franck Semama, j'ai 38 ans. Des clips de campagne, toujours un peu décalés. Les quelques heures qui vous séparent de l'Assemblée nationale ne doivent pas devenir des semaines, des mois ou des années. L'élection des députés des Français de l'étranger n'est pas comme les autres. A commencer par son taux d'abstention, plus de 80% pour la première édition en 2012. Les premiers adversaires du système sont les 150 conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger, appelés à disparaître. Non, c'est pas démocratique. Beaucoup de gens ne sont pas allés voter parce qu'on leur a imposé des gens qui étaient parachutés, n'en voulaient pas. Il y en a un certain nombre d'entre nous qui se sont présentés, ils ont été suspendus des partis. Le but, c'est de parachuter des gens qui avaient perdu leur siège en France, on leur repermettait de venir à l'Assemblée, puisqu'ils n'avaient pas été élus dans leur circonscription. Il y a à l'étranger 1,5 million d'électeurs. Mais beaucoup sont des binationaux qui s'intéressent peu à la politique française. Avec le retour des recalés de l'élection de 2012 et cette ingérence inattendue de Benyamin Netanyahou en faveur d'un candidat du centre, ces législatives partielles ne s'annoncent pas comme un nouveau progrès démocratique. Alors, est-ce qu'on est encore légitime quand on est élu avec aussi peu de voix ? Bah, écoutez, attendons le score qui sera promulgué à la fin du 2e tour. 11 députés, 12 sénateurs pour représenter les Français du bout du monde, c'est pas un peu beaucoup ? Non, c'est pas assez. Enfin, en tout cas, c'est mieux que les 12 sénateurs tout seuls qui doivent parcourir la planète inlassablement. Enfin, aujourd'hui, je rentre d'un long périple en Amérique centrale. Depuis 10 ans, il n'y avait pas eu de visite ministérielle. C'est dire si ça compte. Au Costa Rica, mais oui, mais ça compte peut-être peu pour nous et nous avons tort, puisque nos partenaires européens sont très présents, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, bien sûr, avec des marchés importants dans des domaines où nous sommes très forts, par exemple les énergies renouvelables. Et quand on voit aujourd'hui les Espagnols, voire les Taïwanais récolter des marchés que nous pourrions très bien avoir nous-mêmes, ce qui
permettrait aussi d'employer des Français. C'est le Français du bout du monde comme fantassin de l'export. Mais là, on fait mais pas fantassin de l'export aussi, mais c'est la politique de rayonnement, d'influence que nous voulons avoir, avec une diplomatie économique aujourd'hui qui est réelle, dont nous avons besoin pour le redressement du pays. Et qu'est-ce que vous répondez à ce conseiller des affaires étrangères qui dit que c'est un fromage électoral, qu'il y a beaucoup de souris, mais qu'en fait, ces députés empêchent les anciens représentants d'avoir accès au Quai d'Orsay, que maintenant le Quai d'Orsay se lave les mains. Mais justement, j'ai un projet de loi qui a été entendu à la fois au Sénat et la semaine dernière à l'Assemblée nationale pour réformer l'ensemble de la représentation politique. Donc nous aurons 12 sénateurs dont la circonscription est la planète entière. Ils vont là où se trouvent les Français, mais bien sûr c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas de circonscription définie. Les députés, eux, maintenant, ont des circonscriptions dans lesquelles ils se déplacent très largement, et je vois depuis un an, depuis leur élection en juin 2012, eh bien, ils passent la moitié du temps en circonscription, comme le font les députés français. Oui. Et c'est important parce qu'ils font remonter à l'Assemblée nationale, comme le font au Sénat les sénateurs, des problématiques qui touchent cette communauté française, qui est expatriée, certes, mais qui continue à être française et à vouloir s'exprimer par le biais du vote, exprimer sa citoyenneté de 1000 façons, par le biais de sa langue, de sa culture. Et je peux vous dire que partout où je vais, la France est appréciée, la France est aimée. Et cela nous aide quand même à vendre aussi nos produits, parce qu'aujourd'hui, je suis désolée de revenir sur le plan économique, mais enfin, le redressement du pays passera aussi par un pays qui est compétitif. Et s'il est compétitif, c'est parce que ses produits sont aimés plus que les autres. Merci Madame le Ministre. Ainsi va le monde qui aime la France, qui vend ses produits.